Je fais exprès assez court parce que je trouve que c'est bien quand c'est assez court. Comme ça, les gens, ils se font pas chier. C'est vrai, ils ont un truc, ça va assez vite. Vous avez compris le principe? Bah oui, au début, pas du Mais tout. c'est super. Moi, ça me va super. Non, mais La salle de lecture. Camille de Peretti, rebonjour. Rebonjour. Très heureux de vous retrouver pour le deuxième volet de notre podcast, un podcast en 4 épisodes, donc à l'occasion de la sortie de votre 9e roman, L'inconnu du portrait. Un podcast sous l'angle très strict, je vous l'ai dit, du postpartum, et en forme d'interview un peu particulier dont je vous redonne le principe. Vous avez devant vous des enveloppes. Dans chacune de ces enveloppes que vous piocherez au hasard, Renoir, ma culture en termes de peinture n'a aucune limite. Dans chacune de ces enveloppes se trouve une question qu'il vous faudra, Camille, lire à haute voix avant d'y répondre de même ou pas. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, Eh très ben, clair. eh ben, on y va. Alors, on y Une va. question. À propos du nom de votre livre, a-t-il été choisi juste après la naissance ou avant, et par qui? Est-ce que vous êtes allé fouiller dans les noms de livres préférés des Français ou les plus hésités? Le titre de L'inconnu du portrait a été un enfer parce que tout était pris. Donc le portrait d'une dame, la dame du portrait, le portrait de l'inconnu. Enfin, on a tourné le truc dans tous les sens jusqu'à ce que mon éditrice me dise « Mais attendez, l'inconnu du portrait, ça n'a pas été fait encore. » Oh, d'accord, on est vraiment dans Donc le... voilà. C'est le dû, quoi, qui est important, en fait. Voilà, et on l'a trouvé, on a dit allez, on prend celui-là. On avait essayé plein de trucs. Moi, je suis très mauvaise pour les titres, c'est toujours mes éditeurs qui trouvent mes titres. C'est vrai? Ah oui. Non, bah, ok. Quel titre, vous aviez donné au départ, par exemple? Pour l'inconnu du portrait, Mhm. ah bah oui, c'était les morganatiques. Quoi? Voilà, exactement. Et donc tout le monde m'a dit quoi? Les morganatiques. Parce que les morganatiques, les enfants morganatiques, ce sont les enfants qui sont nés d'une union entre quelqu'un d'un milieu social très élevé, un prince, voilà, et une autre personne qui est une servante ou quelqu'un d'une très basse condition. Ce qui est l'histoire du livre. Et je trouvais que c'était un mot magnifique, morganatique. Et donc je me suis dit, ça va claquer, ça va être super comme titre. Et tout le monde m'a dit, laisse tomber, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc voilà. Non, le mot est très beau, je ne connaissais pas du tout. Morganatique. Ouais. Morganatique, c'est quand il y a un prince. Les amours morganatiques, c'est les amours entre deux personnes de conditions sociales très différentes. Ok. Et les enfants morganatiques, c'est les enfants nés de cette union. Et les relations ancillaires, c'est pas comme ça qu'on appelait ça, non? Oui, un peu, mais là, c'est vraiment la notion de... Ancillaire, ça veut dire... Anquilla, en latin, ça veut dire servante. Donc, c'est avec une servante. Alors que là, ça peut être avec pas obligatoirement une servante, mais quelqu'un juste d'une condition inférieure. Ok, et pourquoi morganatique, alors? Pourquoi Morgane? Ça vient d'où? Ah, moi, je pose des questions Oui, maintenant. et alors je l'ai su et Eh ben j'ai voilà, je oublié. vous le demande. Mais C'est le moment de vous en souvenir, parce que la question est posée maintenant. c'est vrai, il faudra le retrouver. Je sais Non, plus. c'est pas? Ok, Non. je Ah regarderai. si, absolument. Ok. Et oui, Morgana, c'est l'enfant du matin. Quoi? Et oui, Morgana, c'est le matin. Et en fait, c'est l'enfant du matin. Mais c'est tellement injuste. Vous pouvez dire n'importe quoi, je vous crois. Vous me Mais direz- c'est vrai, vous pouvez vérifier, Non, je vous j'ai pas assure. envie de vérifier. Si, c'est Ok, ça. ok. Allez, une autre question. Alors, une autre question. Vous prenez toujours celle devant vous, hein, j'ai noté. Oui, Ok, bon. comme la vie. Une question de physiologie. Est-ce que, comme pour les enfants, il y a un âge auquel il vaut mieux ne plus envisager de sortir un livre, même si on en a très envie? Ce serait un trop gros risque, aussi bien pour l'autrice-auteur que pour le livre lui-même. Non, je pense qu'un livre, il n'y a pas d'âge. On n'est jamais ni trop jeune, ni trop vieux. Et d'ailleurs, j'espère que plus on vieillit, et meilleur sera le livre. Je pense qu'il y a quand même... Comment dire? Oui, on peut être Rimbaud et avoir du génie, et la jeunesse et cette espèce de premier élan magnifique. Mais si on essaye vraiment de construire une carrière d'écrivain, je crois qu'on s'améliore en vieillissant. Il n'y a pas quand même un paquet d'écrivains qui ont des fulgurances de jeunesse et qui écrivent des livres bouleversants et qui après ne font que... Se répéter? Oui, construire là-dessus, mais avec moins fulgurant, moins beau, moins pétillant, moins jeté, plus travaillé. J'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que une fulgurance, c'est
c'est toujours quelque chose qui s'est travaillé d'une certaine manière, contrairement à ce qu'on pense. Donc, peut-être qu'on a des fulgurances à 18 ans parce qu'on travaille dans sa tête depuis 18 ans, donc ça Mmh. sort, c'est un truc qui... Et que l'année suivante, on n'a plus qu'un an de réflexion, mais c'est sûr qu'à 80 ans, on peut avoir des fulgurances. Alors moi, Enfin, je c'est vrai que suis si vous sûre. vous appuyez sur Pérec, Zola et autres Proust, c'est sûr qu'on est sur autre chose. Allez, une autre question. Une autre question. Toujours dans l'ordre. Bon, je vais les mettre dans un autre ordre, parce que ça m'énerve D'accord. que vous fassiez tout dans l'ordre. D'accord, si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi. Dans notre contexte de métaphore bébé-livre, à quoi ressemblerait une césarienne? Eh bien, une césarienne, je pense que j'en ai eu une avec mon premier livre, qui était alors un livre que j'avais terminé, que j'avais envoyé et que j'ai eu la chance de publier. J'ai Après eu quelques refus. 46 refus, Voilà, j'ai quand eu. même. J'ai eu 46 refus, mais j'ai eu un oui, donc ça suffit, un oui dans la vie. C'est clair. Et il faut savoir, donc, j'avais écrit ce livre, une sorte de premier jet, c'était une autofiction, ça racontait ma vie de jeune femme étudiante boulimique, anorexique, et ça racontait cette histoire-là. Et j'avais pas vraiment trouvé la fin. Et puis, 1 ou 2 mois après avoir terminé le livre, dans un bar, après avoir bu quelques verres, j'ai eu une fulgurance, comme vous dites, et je me suis dit, ah, je sais, je l'ai la fin. Donc là, j'avais la fin, j'étais toute contente, et j'ai écrit sur des serviettes en papier, parce que j'avais pas de papier. J'avais demandé un bic au barman et des serviettes en papier, et j'ai écrit la fin de mon livre, que je m'ai mis dans la poche arrière de mon jean, et le lendemain, je me suis dit, on va voir si elle est bien ou pas, cette fin. Et puis, j'étais assez contente de moi, je me suis dit, mais oui, elle est bien, cette fin. Donc, je l'ai collée à la fin du texte et j'ai envoyé le livre et j'ai eu 46 refus. Et l'éditrice qui a eu la gentillesse de dire votre livre, on va le publier, elle m'a dit il y a des choses qu'on doit reprendre et tout ça, et on a retravaillé. Évidemment, c'était mon premier livre, j'avais 21 ans, j'étais très jeune et tout. J'étais ravie d'ailleurs de retravailler. Et tout allait bien jusqu'à la veille en fait de l'impression, quasiment. Et l'éditrice m'a appelée et elle m'a dit écoutez, il y a un truc qui va pas. La fin, je sais pas, mais cette fin, elle m'a dit, vous savez, je crois que je vais couper. Et elle a coupé, bizarrement, tout ce que truc de j'avais écrit dans le bar. Mince, il fallait pas boire. Bon, bah ça, c'est sûr que... Ouais, et c'était fou parce que c'était vraiment juste avant que le livre soit imprimé, quoi. Mhm. Elle m'a dit, non, à la fin, je le sens pas. Elle m'a dit, est-ce que vous êtes d'accord? Et je lui faisais une confiance immense, toujours d'ailleurs, parce que c'est la même éditrice depuis 9 livres. Et elle a coupé. Donc c'était ça, ma césarienne. C'était pour le premier. Mais c'est super beau, en fait. Surtout que ce livre a fait un succès monstrueux, quoi. Donc, Oui, il a très bien marché. non, mais c'est ouais. beau, cette confiance entre vous et un éditeur. C'est agréable, quoi, non? Ah bah c'est une chance immense, mais je pense que c'est très difficile de juger son propre travail. Donc il faut avoir quelqu'un qui, vraiment ce troisième œil qui vous dit, bah là c'est bien, et enfin moi quand elle me dit ça c'est bien, je dis ah oui c'est bien, elle me dit ça c'est pas bien, je dis ah oui c'est pas bien, je suis totalement perdue. Ok, ben ça c'est un message que j'aimerais bien adresser à tous ceux qui maintenant écrivent tout seuls ou avec des outils et qui n'ont aucun regard avant de publier les trucs qu'ils écrivent, parce que c'est de plus en plus fréquent. On lit de plus en plus de choses qui ont été écrites sans regard d'éditeur, sans rien du tout, et Ouais. c'est pas bien. En général, c'est pas bien. Bah c'est une chance d'avoir un éditeur. Mais c'est ça, clair. ouais. Alors, Je bouge les enveloppes. une question magazine People Ah. qui reprend quelques questions qui se posent au moment du postpartum. Est-il trop tôt pour boire une coupe de champagne? Est-ce que je peux mettre des vêtements normaux maintenant? Combien de temps avant de refaire l'amour? Alors, c'est très clair. On boit une coupe de champagne le soir même. On remet des vêtements normaux. Bah oui, parce que on fait attention à sa ligne. Et on refait l'amour vraiment 2 jours après. C'est-à-dire qu'il faut commencer un autre livre tout de suite. Même pendant la promo. Moi, je suis déjà en train de penser et de faire des recherches et d'avancer sur le prochain. Parce qu'un livre, c'est quelque chose qui vous tient arrimé, solide et tout ça, alors que la promo, c'est dangereux. Donc, non, et moi, je repars tout de suite, direct. Direct. J'arrête jamais de travailler. Ok. Ouais. Ok, on prend une autre question. Ça défile, c'est cool. Si on lance une recherche ADN en paternité de vos livres, quel sera, à votre avis, le pourcentage de votre ADN et le pourcentage autre, autrice ou auteur? On en a un peu parlé, On en mais a un quand peu même, parlé. oui, on peut quand même, sur ce livre en particulier, en parler, par exemple. Sur ce livre en particulier, je dirais que je suis 80% l'ADN d'autres auteurs et 20% moi-même.
OK. Je suis vraiment le produit de ce que je lis et je lis beaucoup. Je lis depuis que j'ai 10 ans, alors et surtout depuis que j'ai 20 ans, 4 heures par jour. Je suis une boulimique de lecture et je suis une éponge et si je devais choisir entre continuer à lire ou continuer à écrire, je lirais. C'est trop important pour moi la lecture, donc je suis le fruit de tous les auteurs que j'ai lus. Et pour l'inconnu du portrait, Ouais. dont avec un «du» très important, on l'a vu. Là, si on fait une recherche en paternité de ce livre, on trouve qui? Il y a des centaines de citations cachées dans mon livre. J'adore faire ça et C'est vrai? j'ai Ah, plein de lecteurs qui les voient et qui disent: «Oh là, vous avez cité machin, là vous avez» c'est un jeu. En fait, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on n'invente jamais rien ou alors on invente l'eau tiède, quoi. mmh, Mais moi, je suis vraiment très, très, je revendique le fait d'avoir eu des gens avant moi. d'accord. Puisqu'on en est là, de notre discussion, puis que vous êtes érudite, tout ça, qu'est-ce que vous pensez des arrivées comme des ChatGPT, tout ça, qui justement font ce type de travail? C'est-à-dire qu'on peut donner à ChatGPT, dire: «Lis-moi tout Zola et fais-moi un roman de Ouais. Zola», quoi. Alors c'est très intéressant votre question de Ah, je suis ChatGPT parce que content que vous ayez une question intéressante. Attends, je me le note. OK. alors je vais vous raconter une histoire. Donc lorsque j'écrivais L'inconnu du portrait, il y a un passage où, l'héroïne se voit dans le reflet d'une vitre de voiture et c'est très difficile de décrire le reflet et surtout cette sensation, c'était ça ce que je voulais décrire, quand vous vous voyez et que vous avez un minuscule temps avant de vous reconnaître. Vous savez, quand vous êtes dans un magasin, par exemple, vous passez devant un miroir et vous dites: «Ah! Ah bah oui, c'est moi. C'est moi cette personne que je vois là dans le» c'est vraiment une seconde, une fraction de seconde et qu'est-ce qui se passe quand on réalise que c'est nous cette personne qu'on a vue? On est déçus. Bah, je pense, oui. Ou en tous les cas étonné parce qu'on se voit pas, on s'imagine pas comme ça. Vous voyez? On a tous ça. C'est quelque chose de très banal que tout le monde a vécu. C'est pour ça que c'est important de savoir le décrire et que c'est très difficile de décrire un sentiment comme ça. Et je pioche le truc pendant des heures et j'y arrive pas et tout et je me souviens que Proust, pour revenir à lui, dans la recherche, à un moment, se voit dans la vitrine d'un magasin. Et je me dis, mais bien sûr, je vais aller voir ce qu'il a fait et ça va m'aider. Et donc, normalement, je vais dans ma bibliothèque et comme tous mes livres sont cornés, annotés, avec c'est assez facile pour moi de retrouver les passages et puis j'ai une bonne mémoire visuelle, donc je me souviens que c'était plutôt au milieu du temps retrouvé et que c'est plutôt vers, un paragraphe vers la droite et je sais ça. Mais c'est difficile de retrouver un passage dans Proust. Et là, éclair de génie, je me dis: «Mais je vais demander à ChatGPT de me retrouver le passage». Donc j'écris à ChatGPT: «S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ce passage de Proust?» Il me dit: «Mais bien sûr, dans la seconde» et il me retrouve le passage et je dis: «Ah, mais en fait, là, ma vie va changer parce que moi, je passe quand même beaucoup de temps à relire des Mmh. livres et tout ça» et puis, quand même, je voulais le paragraphe d'avant, d'après, hein, je le cherche et je le retrouve pas dans mon volume de Proust. Je me suis dit: «Mais c'est pas grave». Le temps passe, c'est une longue histoire, hein, mais c'est pas Mais non, grave. mais tout va bien. Le temps passe et je suis en train d'écrire quelque chose sur l'écriture inclusive et les noms épicènes et le fait qu'on dise vainqueur, vaincrice, Les noms auteur, quoi? Les noms quoi? épicène. C'est-à-dire, Ah, faut arrêter là. non, non, mais non, c'est C'est pas quoi? alors ça veut dire, bah, Camille, par exemple, c'est un prénom épicène, ça marche pour les garçons et pour les filles. Ah, ça c'est Voilà, épicène. ouais OK. et on dit alors après antiquaire, ça marche pour les garçons et pour les filles. Oui. Ouais. En revanche, maintenant, on dit auteur, autrice, voilà. Mmh. Et puis, il y a toute une mouvance en ce moment sur est-ce qu'on dit vainqueur et pourquoi pas vaincrice. Oui. Et à ce moment-là, on leur dit mais pourquoi pas idole, idole. Enfin, bon, tout ça est compliqué. Et je cherche un vers de Racine qui se terminerait par vainqueur et qui, justement, si on écrivait vaincrice, ne rimerait plus. Oui. Parce que si on commence à changer les mots, on change les. Il y a des moments où Racine devient illisible, vous voyez. OK. Donc, je Non, je vois cherche pas ça. du tout, hein. Vous m'avez perdu, mais il y a Je OK. cherche et je dis à ChatGPT: «Est-ce que tu pourrais me donner un vers de Racine qui se termine par le mot vainqueur?» et ChatGPT me dit: «Mais bien sûr» et il me le donne. Sauf que en recopiant le vers, je compte qu'il n'y a que 11 pieds. Je me dis: «C'est pas possible ça. Non. Normalement, il y en a 12». OK. Alors, comme il me dit: «C'est dans Andromaque, acte 4, scène 5», je prends mon Andromaque, acte 4, scène 5 et là, je ne trouve pas le vers de ChatGPT. Donc je lui dis: «Tu t'es trompé?» et il dit: «Pardon», parce qu'il est très poli. Effectivement, c'est pas dans Andromaque machin, c'est dans, je sais plus ce qui m'a sorti, Bérénice, le personnage de Titus, acte 3, scène machin. Donc là, je vais quand même, là, je lui fais plus confiance, vous voyez? Non. Et j'y vais
Et à chaque fois, il me donne le verre, dit par le personnage d'Oreste, le personnage de machin, etc. Et en fait, il a totalement inventé. Donc après, je reprends le verre qu'il a écrit, je le mets dans Google en me disant peut-être que c'est un verre d'une autre pièce, d'un autre. Vous avez des belles journées quand même. Non plus. Oui. C'est-à-dire que ChatGPT, qu'est-ce qu'il fait ? Il invente. Il invente n'importe quoi. Mais il l'invente tellement bien. Enfin, parfois, il se plante, il met 11 pieds au lieu de 12. Mais ChatGPT, quand vous êtes un étudiant en classe de première et qu'il vous dit Oreste, à l'acte 3, scène 2, dit nanana et l'amour est mon vainqueur, et ça, mais bien sûr que vous le croyez, vous n'allez pas vérifier ce truc, c'est évident. ChatGPT ne mentirait pas là-dessus. Eh bien, si, ChatGPT pastiche, invente, ment, dit n'importe quoi pour donner une réponse. Et quand on lui dit « tu te trompes », il dit « oui, pardon », il sort un autre truc, et au bout de 3 fois, il dit « oui, pardon, encore désolé pour cette histoire fâcheuse, il n'y a effectivement pas de vers de racine qui se termine par vainqueur, alors que s'il y en a un. » Donc ça c'est scandaleux, et ça, il faut vraiment le dire aux gens. Oui, on est très fâchés. Oui, ok. Voilà, donc ChatGPT, jamais faire confiance à ChatGPT, en tous les cas pour les grands textes littéraires. C'est quand même assez cool, vous avez répondu à mes questions, mais à côté, en fait. Parce que vous me dites que ChatGPT invente tout ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir que vous me dites que vous écrivez en vous basant vraiment sur vos lectures, sur tout ce que vous avez appris par les autres, en fait. Ouais. Et je vous dis, c'est ce que fait ChatGPT. Ah. Et je vous demande, du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette formule ChatGPT qui, finalement, utilise la même méthode que vous? Parce que moi, je ne sais pas si vous baratinez ou non dans vos livres avec vos magas machins, enfin, tous les trucs que vous me racontez, je ne sais pas. Mais ça se trouve, vous faites exactement la même chose et moi, je ne peux pas aller vérifier. ChatGPT est mon vrai concurrent, c'est ça ce que vous dites? Je fais du ChatGPT depuis des années. C'est un peu l'idée. Une forme de pastiche. Non, mais c'est la part... Comment vous considérez, juste parce que vous dites beaucoup que vous vous inspirez des choses, que je trouve honnête, parce qu'effectivement, on le fait tous. Mais quelle est votre part à vous? C'est quoi vous, du coup, là-dedans? Où êtes-vous dans tout ça? Parce que vous n'êtes pas simplement une rassembleuse de bouts de phrases, de citations, de choses qui vous plaisent, etc. D'ailleurs, comment ça s'est terminé, cette histoire de reflet? J'ai écrit toute seule comme une grande. Et c'est bien? Je sais, il faudra lire le livre. Je vais demander à ChatGPT qui va dire Camille de Périté écrit Mon reflet, etc. Et ça ne sera pas ça. Oui, où est-ce que je suis, moi? Je suis... c'est une réponse un peu partout et nulle part, puisque c'est toujours moi qui tiens le stylo, donc c'est moi à chaque phrase, à chaque ligne, à chaque virgule. Et puis je ne suis pas ni une virgule, ni une phrase, donc c'est la littérature et la vie, c'est pas... Ça peut pas se coller. Vous voyez, la vie, il n'y a pas de fil conducteur dans la vie. Alors qu'en littérature, tout est clair. Dans un roman, il y a un début, un milieu, une fin. Il y a des faits qui s'enchaînent de manière programmée, organisée. On voit les causes et les conséquences dans un livre. On dit, c'est parce qu'il a dit ça qui fait ça. Mais dans la vie, il y a 1 milliard de causes pour 1 milliard de conséquences. Et il y en a qu'une finalement qui va être importante. Ce que j'essaie de dire, c'est que beaucoup de gens disent le livre parle de vous, est-ce que c'est autobiographique et tout ça? Évidemment, puisque c'est moi qui tiens le stylo. Mais typiquement dans un livre comme Tornitorynx, qui était mon premier, qui parlait de cette jeune fille qui s'appelait Camille, qui était boulimique anorexique et qui était en école de commerce. Je m'appelle Camille, j'ai été boulimique anorexique, j'étais en école de commerce. Évidemment que c'est moi. Mais je suis aussi la mère de Camille dans le roman, et je suis le petit copain de Camille dans le roman, parce que j'ai pas demandé à ma mère et à mon petit copain d'écrire les passages qui les concernaient. Donc, c'est toujours vous, et c'est jamais vous. Et c'est pas une question si importante que ça. En fait, on s'en fout. Pas vraiment. Pas vraiment, mais je vous le dis. Non, moi, je m'en fous pas. Mais si. Non, mais je pense que c'est cette histoire qu'on appelle la dépersonnalisation. Vous dites que je fais mon intéressante avec des mots compliqués. C'est vrai. Mais la dépersonnalisation, c'est génial. C'est de dire que je est un autre. Et donc, à partir du moment où vous écrivez Camille à 16 ans, c'est vous. Et c'est plus vous, ça devient un personnage. Immédiatement. Parce qu'elle est fixée dans la page, parce qu'elle est fixée dans le temps, et parce que vous êtes fixé dans aucune page et fixé dans un temps qui est mouvant. Ok. Ça triche la littérature. Comme ChatGPT. La littérature, c'est le mentir vrai. D'accord. Allez, lisez une autre question, et puis on va pas y répondre. Ah bon? Oui, lisez-la juste, vous allez voir. Est-ce que même s'ils naissent très différents de leurs parents, les livres ne finissent pas toujours par leur ressembler? Ah voilà.
Donc l'idée là, c'est qu'on ne répond pas à cette question parce qu'on marque une deuxième pause et vous répondrez à cette question donc dans le troisième épisode de ce podcast, ce qui fait un peu de suspense et D'accord. probablement des milliers de vues, enfin tout ce truc qui nous intéresse vivement. La salle de lecture.